Une expédition de spéléologie vire au drame quand des explorateurs descendent dans un puits inconnu d'une vaste caverne. Le groupe de 7 hommes est désespéré de sortir de cette grotte avant que la pluie n'inonde la sortie et ne les piège à l'intérieur. Voici le récit tragique de l'effondrement mortel de Peak Cavern. 3 spéléologues s'enfonçaient dans les galeries de la grotte Peak Cavern et sont tombés sur une immense salle richement décorée. Des stalactites de cristal couvrirent le plafond, laissant les hommes éblouis par leur découverte. En explorant la salle, ils ont découvert un trou au sol et l'ont aussitôt inspecté. L'ouverture ne mesurait que 30 pouces sur 18 pouces. Ce n'était pas une grande ouverture, mais ces petits puits anodins menant parfois à des découvertes, ils se sont encordés et glissés dans l'étroit trou. Quelques torsions et virages à travers un passage en tire-bouchon étroit dans ce petit espace ont révélé un puits qui continuait plus bas. Mais ils ne pouvaient pas vraiment voir où il menait, ni ce qui était relié au passage. Les hommes sont partis, prévoyant de revenir plus nombreux et mieux équipés pour faciliter et sécuriser l'exploration. Quelques semaines plus tard, le 22 mars 1959, une équipe de 7 hommes est revenue à la grotte de Peaks. La veille, l'association spéléologique britannique tenait réunion à Castleton. Peter Crabtree, l'un des spéléologues fondateurs, a invité des membres du club à les rejoindre. Neil Moss, étudiant d'Oxford de 20 ans, était enthousiaste à l'idée de rejoindre l'équipe. Les hommes avaient expliqué ce qu'ils avaient encore découvert lors de leur précédent voyage, et chaque fois qu'un nouveau passage était trouvé, tout le monde meurt d'envie de voir où il pourrait mener. L'objectif principal du voyage était d'installer une échelle de corde dans le trou pour traverser le puits de plus de 5,50 mètres en dessous. Plan en place, les hommes ont mis leurs combinaisons pour affronter les passages humides et boueux. Revenir à cette caverne n'était pas facile. Il leur faudrait 2 heures de passage difficile, souvent submergés, pour atteindre la caverne à plus de 300 mètres sous terre. Les combinaisons qu'ils portaient étaient un temps des salopettes imperméables qui leur permettèrent de traverser des passages d'eau profonds, tout en restant secs en dessous. Ils utilisaient des lampes à carbure appelées Stinkies pour s'éclairer. C'était la meilleure option en 1959. Elle était plus brillante qu'une bougie, mais peu lumineuse. La luminosité générale était bonne pour marcher dans l'obscurité, car tout le champ devant soi était éclairé. Un faisceau de lampes de poche aurait été très utile pour regarder dans un trou sombre. Les lampes à acétylène étaient un côté pratique, car une petite cartouche de carburant suffisait pour plusieurs jours. Elle utilisait de l'oxygène dans les petits espaces sans générer de monoxyde de carbone. Malgré ces inconvénients, ils ont poursuivi avec le meilleur équipement alors disponible. Les hommes ont traversé la salle d'exposition à l'entrée de la grotte du Pic. Grande salle éclairée en permanence, aménagée en salle d'exposition. La première descente dans les tunnels de la grotte est dégagée et assez facile à traverser. Il faut marcher 300 pieds parmi des rochers, franchir des ouvertures de tailles diverses et avancer dans de l'eau jusqu'à la poitrine, avec le plafond de la grotte à quelques centimètres au-dessus de la tête. L'espace est étroit pour respirer, mais les hommes restaient confiants à revenir sur ce chemin dangereux. Ils voulaient sortir avant que la pluie n'inonde les passages. Le Mucky Duck était le prochain obstacle majeur. Il devait se pencher sous un surplomb rocheux quand l'eau était haute. C'était très boueux et glissant, si bien que tout le monde était couvert de boue. Encore 600 pieds plus loin, un virage à droite marque le début du passage de Pickering, rétrécissant l'espace pour avancer. Ils ont rampé sur les mains et les genoux sur 250 pieds, puis se sont glissés à travers un étranglement de rochers et de boue pour prendre un virage serré vers un autre passage étroit. Au milieu de ce passage à ramper, il y a un passage très étroit appelé le trou de l'œil. Si aucun des autres passages étroits ne vous a fait rebrousser chemin, celui-ci aurait pu être le coup de grâce pour la plupart des gens. Il suffisait de faire confiance aux spéléologues, en espérant assez de place pour faire demi-tour ensuite. Le premier à se faufiler était sûrement courageux. La boue qui recouvrait leur corps les aidait à se faufiler, mais elle rendait presque impossible de trouver une bonne prise. Après avoir traversé le trou, les 7 hommes ont poursuivi dans le dernier passage avant le bassin final menant à la grande caverne décorée. Ils se sont plongés dans l'eau froide et ont nagé en avant pour se hisser jusqu'à la pente qui menait au trou.
Après ce parcours de spéléologie intense, entre passages étroits, siphons et longs rampements, les hommes avaient atteint le mystérieux trou à explorer, à près de 600 mètres dans la grotte. En regardant ce que l'on pouvait voir de l'extérieur, c'est un miracle que quelqu'un ait simplement glissé dans le trou, sans savoir ce qui se trouvait en dessous. Lors de leur première tentative, ils avaient attaché une corde autour d'un petit spéléologue, Bob Tugud, âgé de 17 ans, pour s'assurer qu'il puisse être tiré en sécurité en cas de problème. Cette fois, ils avaient prévu de laisser tomber une échelle de corde le long de la paroi pour rendre la descente et la remontée un peu plus faciles. Pendant que les hommes préparaient leur équipement et observaient dans la caverne, Bob fixa l'échelle au trou et se prépara à la faire glisser en spirale pour qu'elle tombe au fond du puits. Neil Moss a annoncé qu'il descendrait et pousserait. Il mesurait 1,90 mètres et était mince. Sa carrure pourrait aider à pousser l'échelle jusqu'à la distance maximale visible depuis l'observation initiale. Alors Neil descendit avec l'échelle et Bob le suivit. La descente était étroite, mais le passage ne devenait difficile qu'à la section en tire-bouchon. Il fallait faire un petit détour sur le côté et le spéléologue devait tordre son corps dans une direction, puis dans l'autre. Il fallait tourner les épaules d'un côté, les hanches de l'autre pour avancer. Ensuite, les pieds et jambes de Neil dépassaient et touchaient le mur en face du puits inférieur. Un espace au-dessus de sa tête lui permettait de se pencher et de regarder entre ses jambes pour voir où aller. Ce serait la seule vue qu'il aurait de ce qui se trouvait en dessous, alors il jeta un coup d'œil rapide et fut choqué par la petite taille du trou en bas. Avec Bob derrière lui, il était trop tard pour faire marche arrière, alors il commença à pousser le tas d'échelles qui s'était accumulé au bout du tire-bouchon. Ils ignoraient la profondeur du puits, estimée à 40 pieds, alors ils ont pris une échelle de 75 pieds par sécurité. Ce tas de cordes et de métal a été poussé du rebord et accroché à la colonne du puits. Neil a continué à utiliser l'échelle de corde pour se maintenir, mais ce tunnel était plus étroit que le puits au-dessus. Il a commencé à descendre dans le trou sous lui. Le trou large de 45 cm était difficile à descendre, même pour sa silhouette mince. En avançant, il poussait l'échelle de corde avec ses pieds pour la dégager des enchevêtrements. Une main tenait l'échelle, l'autre descendait pour tâter les parois du trou. Il a dit à Bob que l'échelle était coincée et qu'il devrait peut-être la remonter un peu. Bob a commencé à remonter vers la sortie, pensant que Neil le suivrait. Alors que Neil se préparait à bouger, il a senti qu'un rocher bloquait une partie du passage vers le bas. Il était complètement coincé dans ce passage et ne pouvait pas simplement se pencher pour essayer de déplacer le rocher. Il a tâté les parois et a découvert qu'il y avait une légère indentation qui formait une sorte d'alcôve. Il s'est abaissé et a glissé dans la petite alcôve du mur. Cela lui a permis d'essayer de déplacer le rocher. Il ressentait la fatigue des longues heures de travail et l'effort pénible de devoir atteindre sous lui pour tenter de déplacer un gros rocher. Il a réussi à le faire glisser sur le côté, mais il a roulé à quelques mètres et s'est coincé dans le puits en dessous. La pierre reposait sur le paquet de cordes, le plaquant contre la paroi du puits. Alors que Neil tentait de remonter par le passage, il peinait à franchir l'étroiture. L'échelle désormais tordue avait ses barreaux métalliques bloquant partiellement l'ouverture. Neil s'est ajusté pour chercher le meilleur angle d'attaque. Rien ne semblait vraiment fonctionner, alors il a posé le pied sur un barreau de l'échelle et a poussé fermement son corps vers le haut. En fait, cela l'a mis dans une position encore pire, car maintenant il ne pouvait plus lever les bras. Il a tenté de redescendre, mais était coincé. Après plusieurs minutes, Neil a crié aux hommes « Je suis coincé, je ne peux pas bouger d'un pouce ». Bob est redescendu dans le dangereux passage en tire-bouchon et ne pouvait voir que le casque de Neil dans le puits inférieur. Il était évident qu'il était bloqué dans un passage étroit et qu'il devrait le remonter. Il est remonté et les autres hommes ont tiré sur l'échelle de corde, espérant faire passer Neil par ce passage étroit. Ils ont perçu un léger mouvement sur l'échelle, puis elle était restée tendue sans bouger davantage. Il est devenu évident que le rocher s'était complètement coincé dans le puits et maintenait fermement l'échelle en place. Neil avait été soulevé d'environ 1 pied, mais restait aussi coincé qu'avant. Son corps était coincé dans le tunnel elliptique qui descendait depuis le tire-bouchon. Les hommes se hurlèrent dessus pour connaître son état.
Malgré plusieurs tentatives pour le rejoindre, il restait coincé dans le conduit. L'échelle ne leur servirait plus à rien maintenant, et Neil était dans une situation impossible. Ses pieds dépendaient au-dessus d'un barreau et il ne pouvait pas plier les genoux assez pour atteindre le barreau supérieur. Il n'avait aucun appui dans la paroi lisse du puits et restait coincé, incapable d'aider ses amis à le secourir. En descendant dans le puits, Neil avait incliné ses épaules pour entrer dans la petite alcôve en dessous. Maintenant, on le tirait tout droit vers le haut, coinçant ses larges épaules dans l'espace étroit, sans aucune chance de passer sous cet angle. Après l'échec avec l'échelle, ils descendirent et passèrent une corde autour de lui pour le sortir. La corde de sécurité qu'ils avaient installée au départ n'était pas vraiment faite pour tirer contre la roche tranchante et les crevasses dans lesquelles elle se coinçait. Chaque tentative de traction se soldait par un échec. La corde se coinçait et finissait par se casser en deux. Il a fallu 1 heure pour que les hommes admettent avoir besoin d'aide et de matériel supplémentaire. Bob Toogood, 17 ans, est retourné vers l'entrée de la grotte pour rejoindre une ferme voisine où vivaient des amis spéléologues. Il leur a dit d'appeler la police et de contacter l'auberge de jeunesse pour faire venir des spéléologues locaux. Bob a pris une longue corde en nylon à la ferme Whiteley et a parcouru 2 heures de passages étroits et inondés, passant par l'œil de bœuf et remontant la pente avec des centaines de mètres de corde. Ce n'était pas une tâche facile, mais dès qu'il est revenu, on lui a demandé d'apporter une boucle de corde à Neil et de la passer autour de son corps pour le remonter. Bob, petit gars, était déjà descendu plusieurs fois dans le puits lui-même. Une fois qu'il a passé le virage en tire-bouchon dans le puits, il s'est retrouvé dans une position difficile. Il pouvait descendre l'échelle, mais pas se pencher pour atteindre Neil. Neil était coincé fermement et passer une corde autour de son corps allait être très difficile, même s'il avait tout l'espace du monde. Dans ce cas, il serait limité à quelques mouvements forcés, et Neil était incapable de vraiment l'aider d'aucune manière. Neil était stupéfait. L'échelle comme ligne de vie donnait l'impression qu'on pourrait toujours s'échapper, même si le petit trou elliptique semblait intimidant. Le barreau métallique bloqué contre son corps empêchait Neil de bouger les bras, le terrifiant par une sensation claustrophobe d'emprisonnement. C'était comme être enveloppé, Big Brother refusant de te laisser partir. En levant les yeux, il ne voyait que les parois étroites du trou, sans assez de place pour qu'une deuxième personne vienne l'aider. La tension commençait à se voir sur Neil. Il était dans ce puits depuis près de 4 heures et il était clair qu'il commençait à souffrir d'un certain délire. Bob et les hommes au-dessus discutaient ensemble des options pour attraper Neil afin de pouvoir le tirer hors de là. On pensait qu'entrer tête la première dans la deuxième section offrirait plus de liberté pour passer la corde sous l'aisselle et l'enrouler autour du torse. Ron Peters, sauveteur compact d'1,50 m, a été descendu tête la première jusqu'au deuxième puits. Il apercevait le haut du casque de Neil à travers la boue accumulée par les tentatives d'aide précédentes. Descendu lentement, il a ressenti mal de tête et somnolence. Il a crié aux hommes tenant la corde de le remonter. Enrouler la boucle autour de lui-même fut la dernière chose dont il se souvint avant de perdre connaissance. Il apparut que le puits se remplissait de monoxyde de carbone, à cause de la respiration de Neil. La zone au-dessus de la tête de Neil était petite, et le monoxyde de carbone, lourd, ne pouvait s'échapper. Il s'est accumulé dans l'espace respiratoire de Neil, et toute personne qui s'approchait de lui tombait inconsciente par manque d'oxygène. L'équipe a aussitôt demandé l'acheminement de bouteilles d'oxygène à la grotte Peak pour un sauvetage urgent. Des spéléologues de la région arrivaient Punch pour aider à transporter du matériel ou grimper où nécessaire. Le district hospitalier a envoyé des dizaines de bouteilles d'oxygène et les bénévoles se sont mis au travail pour faire passer les bouteilles à travers les passages. Même après chaque descente, le chemin restait difficile. La pluie renforcée augmentait la profondeur de l'eau et la boue. Chaque spéléologue devait creuser la boue pour dégager les passages, simplement pour traverser certaines sections des tunnels étroits. Il a fallu des heures pour amener les bouteilles jusqu'à la caverne où Neil était coincé. Un tube a été descendu jusqu'à l'endroit où Neil était piégé et ils ont essayé de remplir le puits d'oxygène. Ils espéraient que cela le garderait en vie pendant qu'ils cherchaient une solution. Ils avaient prévenu les sauveteurs que casser ses clavicules serait peut-être le seul moyen de dégager ses épaules du tunnel qui l'écrasait. Plusieurs autres sauveteurs sont descendus jusqu'au deuxième puits, mais ont été confrontés à l'air vicié.
3 sauveteurs se sont évanouis à l'intérieur du puits en tentant d'aider Neil. Cela a provoqué une terreur frénétique, sachant qu'il était coincé entre les rochers sans que personne ne puisse l'atteindre. Le nouveau groupe de spéléologues a tenté de porter un masque pour respirer de l'oxygène en descendant la tête la première, révélant ainsi l'impossibilité de la situation. Lorsqu'ils ont atteint le deuxième puits, impossible de garder le masque et de s'enfoncer dans le trou elliptique de 30 cm à son point le plus étroit. Impossible de garder le masque faute de place, et sans masque, ils perdaient en connaissance à chaque essai. Des hommes ont respiré de l'oxygène par le tube et ont tenté de retenir leur souffle en descendant vite vers Neil. Après plusieurs essais, ils ont réussi à passer une corde autour de Neil, puis décrocher à travers ses vêtements la seule partie accessible. La traction n'a déplacé Neil que de quelques centimètres, puis la corde s'est à nouveau rompue dans un moment de désespoir. Les bords tranchants de la fissure ont sectionné la corde. Aucun de ces efforts n'a été couronné de succès d'aucune manière. La réalité traumatisante qui a frappé chaque sauveteur en sortant de la grotte était que Neil était condamné. Il était coincé dans un cauchemar claustrophobe, et personne ne pouvait réellement l'atteindre. Le temps était compté, il ne survivrait pas si le dioxyde de carbone n'était pas éliminé. Un purificateur d'air a été livré, mais les cartouches étaient trop grandes pour atteindre Neil par le chemin étroit. Des tentatives ont été faites pour élargir le puits inférieur à l'aide de piétons de biche et de marteaux, mais sans réel succès. Ils écoutaient la respiration pénible de Neil, impuissant et malade. Ils ne pouvaient rien faire. Un médecin de la Royal Air Force a été appelé pour évaluer la situation. Le docteur Hugh Kidd écoutait Neil tout en s'occupant de Shane Stokes. Ce type de respiration alterne entre cycles rapides et profonds, puis lents, superficiels ou absents. Le docteur Kidd comprenait clairement où cela menait. Augmenter l'oxygène dans le puits ne suffirait pas forcément à résoudre le problème. Quand le taux de monoxyde de carbone dépasse 5%, le corps développe une acidose respiratoire. À mesure que la concentration augmente, les humains vont subir des convulsions, tomber dans le coma, puis mourir. Cette succession d'événements survient lors d'une forte concentration de monoxyde de carbone. Et seule une évacuation rapide suivie d'une oxygénation à haute concentration peut l'inverser. Neil n'était pas dans une telle position. Il était piégé avec une colonne d'air où le dioxyde de carbone s'était accumulé autour de sa tête et de l'oxygène à haute concentration se trouvait juste au-dessus. Impossible d'inverser l'empoisonnement mortel au dioxyde de carbone à ce stade. Après près de 30 heures coincé, toutes les options avaient été tentées. Il pensait que Neil était presque mort et irrécupérable. Tôt mardi matin, le médecin a écouté tout signe de respiration en bas. Le tube descendait, formant une chambre d'écho où l'on percevait chaque souffle. Malheureusement, ils n'ont entendu que le silence. Neil a été officiellement déclaré mort. Ils ont cherché pendant des heures un moyen d'atteindre son corps, mais l'air repoussait même les plus déterminés. Le père de Neil, Eric, attendait dehors des nouvelles sur son fils. Avec le temps, il est devenu clair qu'il ne serait pas sauvé. Après le dernier rapport, il a demandé d'abandonner la récupération du corps. Il était horrible d'imaginer qu'une autre personne puisse être piégée ainsi juste pour récupérer un corps. Les pluies risquèrent d'inonder les parties basses du passage, et les zones d'eau devenaient en plus profondes et larges, menaçant de piéger les sauveteurs à l'intérieur. À 3 heures mardi, les opérations de sauvetage ont pris fin. Finalement, les restes de Neil ont été laissés sur place, et de plus petites pierres ont été placées au-dessus de lui pour fermer la seconde chambre. Il reste dans le puits, aujourd'hui appelé « chambre de la mousse ». Une note a été inscrite sur la roche, évoquant la perte de Neil Moss dans ce puits. Le trou paraît encore terriblement inquiétant, et il est difficile d'imaginer que quelqu'un s'y soit volontairement laissé tomber, sans avoir une connaissance précise de ce qui se trouvait au-delà. Les jeunes spéléologues audacieux n'auraient jamais pu imaginer une telle issue pour ce qu'ils considéraient comme une sortie sans danger avec une équipe expérimentée. Cette issue a plongé la communauté des spéléologues dans une période difficile, certains réclamant même son interdiction totale. Les délégations des commissions de recherche et d'opération et d'autres associations de spéléologie ont profité de cette tragédie pour s'organiser et établir des normes de sécurité permettant des sauvetages plus efficaces dans ce type de situation.
La mort de Neil a été causée par un nerf vicié, dû à sa lampe frontale consommant l'oxygène et à ses expirations augmentant le monoxyde de carbone. 2. Cette mort liée à l'air vicié a conduit à revoir les risques pour les spéléologues et à fixer de nouvelles normes pour les sauvetages. Beaucoup d'experts estiment qu'aujourd'hui, Neil serait sans doute mort quand même, l'incident étant à 2 heures de la sortie. La mort d'une personne jeune et en bonne santé dans la grotte Peak Cavern montre le danger mortel que courent les spéléologues en explorant l'inconnu.